c'est pas sérieux de faire comme si on n'avait pas commis des erreurs. Il y en a eu. On ne s'est peut-être pas adapté aux circonstances du moment, ou alors on s'est laissé déborder. Je trouve dommage que ce qui est arrivé soit comptabilisé au compte de mon pays. Parce que ce n'était pas évident. Il faut être un Edi Komboigo pour pouvoir encore susciter beaucoup d'engouement vraiment pour le CDP. Notre souhait est qu'il y ait une nouvelle génération qui prenne le pouvoir. Quand un homme de l'opposition fait quelque chose qui est bien, ou un homme du pouvoir fait quelque chose qui est bien, il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est bien quand il le faut. Et nous sommes confiants que le peuple a enfin compris qu'il n'y a pas un meilleur parti que le CDP qui puisse l'amener au développement. L'histoire d'un grand parti. Pour comprendre l'histoire du CDP, évidemment, il faut comprendre, je crois, l'histoire de la Révolution sous Sankara. Le débat existait à l'époque du CNR pour savoir s'il faut créer un parti ou pas. Aujourd'hui, un système politique ne peut pas fonctionner sans un parti politique. Donc le débat existait. Je crois que les divergences qui sont nées à l'époque, moi je n'étais pas là, j'étais ambassadeur à Moscou, mais les divergences qui sont nées à l'époque ont intégré aussi cette question du parti. Mais je crois que pour beaucoup, il fallait tôt ou tard arriver à un parti politique. Et quand il y a eu le 15 octobre et puis la création du Front populaire, après juste, il est devenu assez rapidement évident qu'il faut aller vers non seulement un parti politique, mais le multipartisme. Et c'est dans ces conditions que vous connaissez toute l'histoire, la rédaction de la Constitution, avec cette Constitution, l'instauration du multipartisme, et évidemment, à ce moment-là, les révolutionnaires de l'époque, en tout cas ceux qui en restaient, ont estimé qu'il fallait créer un parti politique. Mais les discussions continuaient toujours. Il y a une dynamique unitaire qui s'est mise en place. Et les contacts ont été pris avec un certain nombre de petits partis. Et c'est la conjonction de ces partis avec l'ODP-MT qui a donné naissance en 1996 au Congrès pour la démocratie et le progrès. Il faut reconnaître que la particularité de cette fusion, elle a été obtenue par aussi bien des partis qui relevaient de l'obédience de la majorité au pouvoir à l'époque, tout comme de l'opposition à l'époque. Alors donc c'est un parti qui s'est adapté et qui a su s'adapter aux différentes exigences de l'évolution socio-historique, socio-politique et de l'évolution sociale tout court du Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de discussions. Moi, j'entends des gens parler maintenant, ils ne savent pas d'où est venu le congrès. Le nom congrès là, est venu d'une discussion au départ. Un échange entre Blaise Compaoré et moi-même. Je me rappelle bien que l'un d'entre nous a lancé comme ça. Pourquoi ne pas appeler ça le congrès? Ce n'est banalement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si un jour discuter longuement pour dire on va s'appeler le congrès. Ce n'est très banalement. Et en tout cas, ça a été adopté au congrès constitutif du CDP. Et voilà, depuis lors, le parti a mué pour s'adapter et aller vers l'atteinte de ses objectifs et qui est aussi la satisfaction des objectifs des différentes populations. Il est arrivé à un moment où il a géré donc, le pouvoir d'État et de 1996, date de sa constitution, jusqu'en 2014, date de sa destitution par la rue, il faut préciser, mais ce parcours a été jalonné de succès électoraux. Le CDP a toujours été électoralement victorieux aux différentes consultations, aussi bien présidentielles, législatives que municipales. Donc sa constance, c'est que c'est un parti qui a un programme qu'il exécute et qu'il a su toujours exécuter. Bon, tant bien que mal,
bien sûr, comme tout parti. Mais pour l'essentiel, des acquis étaient quand même assez substantiels pour que le peuple continue de lui porter sa confiance. Le hic, comme pour tout parti, c'est que dans la gouvernance politique, il n'est pas évident qu'un parti au pouvoir puisse en même temps être en mesure de corriger lui-même et de par lui-même les insuffisances de sa propre gestion. Et pour dire que des insuffisances, nous en avons eu, des erreurs de gestion, de gouvernance, nous en avons commis, et je crois que c'est le cumul des insuffisances exploitées par une opposition, non pas externe seulement, mais une opposition constituée par les éléments externes et les éléments internes. J'entends par là ceux qui ont quitté le CDP en 2014 et qui ont rejoint l'opposition classique. C'est cette nouvelle force qui a su exploiter nos insuffisances et nos faiblesses, qui en a fait un discours politique de renversement et qui a pu donc avoir l'opinion avec cette nouvelle force d'opposition, a pu avoir l'opinion avec elle en 2014, bien sûr, ce qui devait arriver, à savoir un renversement de notre pouvoir par la rue. En décembre 2013, répondant aux appels incessants de nombre de Burkinabés à poursuivre son action à la tête du Burkina, le président Blaise Compaoré évoque l'idée d'un référendum afin de trancher la question de l'article 37 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'opposition l'accuse de préparer un coup d'État constitutionnel. Naît alors une crise politique qui débouche sur une insurrection en octobre 2014. Des milliers de jeunes sont invités dans la rue. L'Assemblée nationale est incendiée, la télévision nationale prise d'assaut, forçant le gouvernement à annuler le vote de la révision constitutionnelle. Ouagadougou sombre dans la violence. Mais pour éviter l'effusion de sang, Blaise Compaoré prend la sage décision de quitter le pouvoir. En tant que militante du CDP, et surtout vous vous adressez à une personne qui en a aussi fait les frais, donc je suis vraiment à l'aise pour vous dire que j'ai été désolée d'avoir vu ce qui s'est passé, parce qu'au départ, c'est une liberté de penser et d'agir et de choisir qui a été mise en cause et qui a été l'objet d'autant de violence. Je trouve dommage, après avoir vécu des expériences politiques dans d'autres pays, je trouve dommage que ce qui est arrivé soit comptabilisé au compte de mon pays. Ce qui s'est passé à l'insurrection, je considère cela comme quelque chose qui ne devrait plus jamais arriver. Nous sommes dans un pays démocratique et nous avons choisi d'accompagner quelqu'un qui, du reste, avait toute la liberté et toute la latitude dans les textes de redemander quelque chose. C'est dire que la révision de l'article 37 n'était pas anticonstitutionnelle, elle n'était pas illégale, elle n'était pas irrégulière. Et même à l'époque, je me rappelle, des figures éminentes de l'opposition l'ont accepté, l'ont admis, que ce n'était pas régulier, ce n'était pas irrégulier, c'était même légal, c'était autorisé par la Constitution. Ce qui était en cause, ce n'était donc pas la légalité de la révision de l'article 37, mais c'était l'opportunité politique de conserver notre leader au pouvoir. En fait, la question était à ce niveau. Le bilan de cette insurrection est énorme. Pertes économiques, matérielles et humaines, des habitations de plusieurs dignitaires du CDP sont vicieusement ciblées, pillées puis incendiées partout dans le pays. Dans la liste des morts enregistrés de part et d'autre, un camarade du secrétariat exécutif national périt dans l'incendie du siège du parti qui en porte toujours les séquelles. À l'image de ce qui s'est passé à l'intérieur aussi, vous verrez que même le carreau n'a pas été épargné, de même que la grande salle, le carreau n'a pas été épargné. Vous voyez les murs qui ne sont pas, c'est pas de l'enduit noir, mais c'est des effets du feu qui a été mis au niveau du siège.
Ici, c'est la salle technique d'électricité. On vient de le refaire tout de suite. Même les installations de la Sonabel n'ont pas été épargnées. Tout ça, ça a été refait. Vous pouvez prendre attache avec la Sonabel et vous diront que quand on les a approchés, il n'y avait même pas de panneau. Tout a été arraché, tous les fils qui étaient là, tout a été refait. Voilà. Vous remarquerez aussi sombrement que lors des événements, il y a même eu des tentatives de rentrer dans le bloc de la Sonabel. Et pour mesurer un peu l'ampleur des dégâts qu'on a subis. Lorsque nous avons subi les événements des 30 et 31 octobre, nous avons été choqués par la violence avec laquelle ces événements se sont déroulés, où il y a eu des pertes de vie, et je m'incline sur leur mémoire, il y a eu des destructions matérielles et des immeubles. Notre Assemblée nationale a été vandalisée, brûlée. Les domiciles privés ont été, dont le mien, brûlés. Alors, je me suis dit qu'il fallait me donner un temps de réflexion. Et dans un cadre spirituel et pieux, j'ai décidé de me rendre en Israël, à Jérusalem, pour prier. Prier pour moi, prier pour ma famille, prier pour mon pays. Et lorsque j'étais en Israël, à la place des Oliviers, j'ai eu un coup de fil qui me disait que des étudiants sont en train de nettoyer mon domicile qui avait été brûlé. Je suis reparti m'agenouiller et j'ai encore prié. J'ai prié, je pense que Dieu m'a donné la force de sortir de ces événements. Il faut dire que nous avons pris l'initiative en 2014, précisément le 21 décembre 2014, entre nous étudiants de droit, de venir nettoyer la cour de M. Edi Komboego qui a été incendiée lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. On a appris aussi par l'entremise de la presse qu'il a fait calculer tous ces émoluments de députés durant son mandat de 5 ans pour faire des forages dans tout le pastoré, au profit de la population du pastoré sans distinguo de partis politiques ou d'ethnie. Et donc cela nous a beaucoup marqué. Cela nous a beaucoup marqué et cela nous a beaucoup guidé dans l'initiative que nous avons prise de venir nettoyer sa cour. Au-delà de cela, notre action s'inscrit dans un cadre de réconciliation nationale. Et donc j'ai consulté mes amis, Salif Compaoré et moi-même, et donc on a essayé d'en parler à nos amis. Nous étions au total 71 étudiants, y compris les quelques personnes du quartier et des voisins, qui sont sortis nous appuyer dans notre élan, dans l'acte que nous avons posé en termes de solidarité à notre professeur. J'ai réuni un certain nombre de mes anciens collègues députés. Nous avons commencé à réfléchir sur comment faire revivre le parti. Les premières réunions ont été tenues chez moi. Et c'est ainsi que nous avons appris également que d'anciens ministres se réunissaient de leur côté pour faire revivre le parti. Nous avons estimé bon d'unir nos forces pour que nous puissions travailler à redonner vie à notre parti. C'est ainsi que nous avons été dans la commission pour aller voir l'ancien président du parti pour lui demander de permettre à ce qu'on mette un directoire à la place de la direction, l'ancienne direction, parce qu'il n'était plus capable psychologiquement, moralement, physiquement, de poursuivre la vie du parti. Il a donné son accord et nous avons donc mis ce directoire en place. J'étais adjoint
du président du directoire. Je l'ai accompagné dans toutes les réunions et à la préparation du congrès ordinaire où j'ai été élu président du parti. Parce que juste après les événements malheureux des 30 et 31, nous sommes en droit même de dire que, en réalité, le président Edi Komboigo est rentré dans l'histoire politique du Burkina Faso parce que ce n'était pas évident. Il faut être un Edi Komboigo pour pouvoir encore susciter beaucoup d'engouement vraiment pour le CDP. Edi Komboigo va mettre son dynamisme et sa vivacité au service de son parti pour lui insuffler une dynamique nouvelle. Il est de ce fait investi candidat du parti en 2015. Oui, j'accepte d'être le candidat du CDP à la présidentielle. Une investiture grandiose qui viendra semer le doute dans l'esprit des adversaires politiques. Et les mesures de liquidation du CDP n'ont pas tardé. Le parti a résisté probablement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il était quand même implanté partout. Et que malgré le départ de ces trois-là, il restait suffisamment de poids lourds au sein du parti, d'intellectuels pour que ça continue. L'autre raison, c'est qu'on était au pouvoir. Et c'est vrai que quand on est au pouvoir, on dispose de ce nombre de moyens, rien que le nom suffit. Et c'est vrai que le nom de Blaise Compaoré était suffisamment fédérateur, si bien que le fait de se référer à lui était le gage d'une certaine solidité. C'est ce qui a permis au parti La dernière secousse, et qui aurait pu être mortelle pour le CDP, a été l'insurrection et ses effets, et la mise en place de la transition. Et il est vrai que le parti aurait pu disparaître. Il aurait pu disparaître parce qu'il y avait la volonté de le tuer. Ceux qui étaient au pouvoir étaient convaincus qu'ils pouvaient tuer le CDP, réellement. Et les mesures qui sont les mesures uniques, j'allais dire, qui ont été prises à l'époque pour nous empêcher d'avoir un candidat à la présidentielle et dans les provinces pour empêcher les principaux poids lourds d'être candidats, auraient pu coûter très très cher au parti. Le parti a survécu grâce à son implantation. Ça, il faut. Et probablement ceux qui voulaient tuer le CDP ou aujourd'hui encore qui sont contre lui ont sous-estimé l'implantation qu'on avait. Et cette phase de résurrection du parti, quand on tenait les réunions au stade du 4 août, et on y allait, mais on ne savait jamais si on va sortir de la réunion. On ne savait jamais si on ne va pas faire des arrestations, etc., etc. Or, malgré ça, les gens sont restés. Et je pense que si le parti a survécu, essentiellement, c'est grâce à son implantation, parce que le parti n'avait plus un sou. Et de toute façon, les comptes étaient bloqués. Malgré ça, le parti a survécu. Et c'est ça, je crois que c'est ça, un des problèmes du pays, c'est que les gens, tout le monde était convaincu que le CDP était fini. Mais justement, le CDP n'est pas fini. Je peux dire que le parti a grandi. Le parti a grandi et continue vraiment sa croissance positive. Parce que on dit, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille, ce n'est pas parce qu'on a chuté une fois que la vie s'arrête. On gagne en expérience et on gagne en maturité. Il faut se dire que le parti s'est construit. Il y a eu des circonstances qui n'ont pas été maîtrisées et qui ont eu des conséquences que nous assumons. C'est-à-dire qu'on a géré le pouvoir pendant une vingtaine d'années. On a voulu continuer à le gérer, mais on ne s'est peut-être pas adapté aux circonstances du moment, ou alors on s'est laissé déborder. Mais ce qui est sûr, on l'a géré et nous tirons tous les enseignements des difficultés que nous avons rencontrées. Et là, c'est une épreuve. Moi, je me dis qu'à l'heure actuelle,
le parti revit une autre expérience. Parce que gérer le pouvoir seulement, il y a des moments où certaines ruptures sont bonnes. Et je suis fortement croyant. Et je crois que rien n'est fait au hasard. À un certain moment, Dieu nous a ramenés d'abord à plus d'humilité, nous a appris à nous départir de l'orgueil et de la vanité pour pouvoir assumer d'autres missions encore plus grandes. Les cadres du parti ont été effectivement malmenés. Je mesure mes termes, malmenés. Ils ont été maltraités par les nouveaux maîtres, donc non seulement de la transition, mais le MPP qui venait de prendre le pouvoir par des urnes. Maltraités et j'allais dire même traqués. Mais ce sont des cadres qui étaient attachés au parti par conviction et non pas par intérêt. Le MPP a pu arracher ceux qui étaient attachés au parti, au CDP par intérêt et qui ont vu au MPP le nouveau centre d'intérêt et qui sont partis à la soupe. Mais ceux qui sont restés, c'est ceux qui avaient la conviction, ceux qui étaient attachés à leur parti et aux idéaux de leur parti. Et eux, ils n'ont pas pu les inquiéter, ils n'ont pas pu les récupérer. Et ils se sont reconstitués rapidement et ils ont reconstitué le parti. Ils sont là depuis maintenant 3 ans. Ils sont arrivés en disant qu'ils étaient la solution. Aujourd'hui, ils sont le problème pour le Burkina Faso. PNDC par-ci, PNDS par-là, 0. Tout le monde sait que le chômage galope au Faso. Le pouvoir d'achat diminue. Les Burkinabés ont du mal à se loger, se déplacer, se nourrir, se soigner et s'éduquer. Tout ça, c'est devenu des cauchemars pour vous et nous tous. Malheureusement, les gens étaient cantonnés à rechercher le pouvoir par tous les moyens qu'ils l'ont eu et ils ne sont pas capables de nous apporter une plus-value. Vous analysez le pays sur le plan sécuritaire, nous sommes aux abois. Sur le plan économique, tout est à terre. Sur le plan social, il y a une fracture sérieuse au niveau des syndicats et des syndicats des travailleurs et le gouvernement. Et même les opérateurs économiques n'arrivent plus à faire la moitié de leur chiffre d'affaires. Quand vous analysez le budget de l'État, le montant le plus élevé est affecté à la sécurité, ce qui aurait pu être utilisé aux investissements structurants pour le développement de notre pays. Avec le temps, bon, les jeunes ont pris conscience que bon, ce que le CDP faisait n'était pas mauvais. Par exemple, ceux qui sont là, les gens arrivent maintenant à savoir que le chemin que le CDP avait entrepris était la bonne, parce que ceux qui sont là n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la jeunesse. Donc nous on peut dire qu'on est sur la bonne voie et on n'a plus de problème en ce qui concerne la mobilisation des jeunes. Le souffle du parti alors retrouvé, il faut continuer sa structuration. Alors le 7e congrès est convoqué. Pour la première fois dans l'histoire du parti, des primaires sont organisées pour départager les ambitions affichées des uns et des autres à le diriger. À l'arrivée, c'est le président sortant Edi Kombego qui l'emporte face à Bourema Badini. Et si vous le voyez, vous remarquerez que le 5 février, nous avons tenu notre assemblée générale de la jeunesse où on a convié tous les présidents des jeunes des 45 provinces qui sont venus et on a rempli, Jean-Pierre Guingané, on sait que les jeunes croient au CDP, croient à son président et je pense qu'on est sur la bonne voie et il n'y a pas de raison qu'en 2020 le CDP ne gagne pas le pouvoir. Et vraiment je suis une responsable, je ne dirais pas comblée puisque la lutte continue, mais je suis une responsable vraiment qui est satisfaite de jour en jour du fait de ce qui se passe, du fait de l'engouement des femmes, du fait de la mobilisation toujours grandissante et vraiment du fait de la joie qu'elles ont à retrouver leur parti.
La mobilisation et les rassemblements de troupes s'enchaînent. Yako, Wayeguya, Bonfora, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Fada, Gawa, Koudougou, Manga, Tenkodogo, Zignare. Chaque sortie draine du monde. Désormais, les couleurs de la reconquête du pouvoir sont annoncées. Le CDP, après une analyse au niveau du secrétariat permanent au Bureau exécutif national, a décidé d'engager la commission chargée des questions électorales de réfléchir sur le profil et sur les critères du candidat qui pourrait faire gagner le CDP. Nous attendons les réflexions. Ces réflexions seront soumises aux instances du parti pour être adoptées. Nous allons également requérir l'avis du fondateur de notre parti. Et suite à cela, le CDP va choisir son candidat et je suis certain que c'est un candidat qui va nous faire gagner. Je nourris un rêve pour le Burkina. Je rêve de voir pour la première fois dans notre pays un président démocratiquement élu passe le commandement à un autre président démocratiquement élu d'une manière pacifique. Ce qui sera un honneur pour notre pays. Et nous pourrions inscrire ce jour-là dans les pages de l'histoire. Ce serait le début d'un Burkina uni, fort pour son développement. Ainsi, le CDP renaît de ses cendres.